Bonjour, on vous présente Madame Pancho Falcon. Elle va nous présenter le trajet de son arrière-grand-père, un migrant de l'Italie jusqu'aux États-Unis. Bonjour Madame. Bonjour Amina. Donc, pourquoi il a quitté l'Italie? Alors en fait, mon arrière-grand-père était tailleur. Tailleur, c'était une profession qui existait à cette époque-là parce que les gens n'achetaient pas des vêtements tout coupés, tout prêts, comme aujourd'hui, mais les gens achetaient des tissus et ensuite se faisaient tailler sur mesure, tu vois, leurs pantalons, leurs vestes, leurs chemises, etc. Et donc c'était sa profession. Et il habitait dans une petite ville du sud de l'Italie, près de Naples, et qui était assez pauvre. Et je pense que sa famille, du coup, avait du mal à vivre. Ils avaient pas mal d'enfants, lui-même était marié et avait plusieurs enfants. Ils avaient du mal à trouver les ressources pour vivre correctement. Et donc il a décidé, comme beaucoup d'Italiens à cette époque-là, de partir. Et il est parti en bateau pour se rendre aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, à cette époque-là, c'était un petit peu l'Eldorado. C'était vraiment un pays qui était un pays neuf, un pays où il y avait des opportunités, il y avait des choses à construire. Et en Italie, n'est-ce pas que c'est, par exemple, on peut beaucoup entendre sur les vêtements et pourquoi il n'a pas trouvé de travail? Ah, tu veux dire sur la mode, sur... oui, effectivement, c'est une réputation de pays qui s'intéresse beaucoup à la qualité vestimentaire, à la mode. Mais lui, il était un petit tailleur dans un petit village, tu vois, et il n'était pas du tout là à habiller des gens riches, etc. Pas du tout. Donc ses revenus étaient insuffisants. Donc c'est pour ça qu'il va aller, il fait ce projet d'aller aux États-Unis il va donc prendre un bateau. Il va s'embarquer, donc je pense que c'était peut-être à Gênes, au port de Gênes, et il va partir donc pour les États-Unis. À cette époque-là, la traversée en bateau, ça durait très longtemps. C'était assez pénible, donc il décide d'y aller seul et de laisser sa femme et ses enfants au pays, et puis de voir comment ça se passe aux États-Unis, et si ça se passe bien, de les faire venir. Donc le voilà parti. Et là, aux États-Unis, il va arriver à New York, c'était le port d'entrée aux États-Unis. Et avant la ville même de New York, il y avait une île qui s'appelle Ellis Island, et qui est une île où vont aborder tous les bateaux de migrants, et où les migrants vont passer des sortes de tests. C'est-à-dire qu'on va leur demander leur âge, leur nationalité, donc, leur métier. Légalement. Il y est allé légalement, tout à fait. Tout à fait. À cette époque-là, il y avait beaucoup moins de difficultés d'obtenir la possibilité de rentrer aux États-Unis. Mais avant justement d'obtenir le droit de mettre le pied vraiment sur le sol américain, il fallait passer par Ellis Island. Et là, on faisait donc ce test à la fois pour connaître un petit peu quelle était ta profession, quelles étaient tes compétences, etc. Mais également de savoir quelle était ta santé. Et ça, c'était un point très important à cette époque-là. On faisait passer une visite médicale à ces migrants, non seulement pour le travail, mais aussi pour savoir si tu n'apportais pas des maladies contagieuses et qui auraient pu avoir des effets néfastes sur la population américaine. Donc en fait, ils l'ont examiné, ils ont vu, ils ont regardé s'il n'avait pas des maladies qui pouvaient être dangereuses, s'il était de constitution assez costaud, assez fort, et donc, heureusement pour lui, il a pu rentrer sur le sol américain. Et là-bas, il a trouvé du travail? Alors là-bas, il a trouvé du travail, il a été tailleur, donc c'était sa profession, il a travaillé dans ce domaine, il a fabriqué des vêtements à New York. Le problème, c'est que quand il a dit à sa femme de venir le rejoindre, eh bien sa femme n'a pas voulu. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, d'après ce que j'ai pu comprendre, je crois qu'elle avait peur du voyage. Comme je l'ai dit, c'était quand même l'aventure à cette époque-là. Le bateau, c'était un énorme bateau, ils étaient dans la cale, il y avait un mal de mer terrible parce que tu vois, il n'y avait pas d'ouverture, ils étaient ballottés comme ça pendant plusieurs semaines. La promiscuité, les gens, tu vois, les uns un peu sur les autres. Elle ne se voyait pas faire ce voyage avec des enfants en bas âge en plus. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation de mon arrière-grand-père n'était pas non plus excellente. Tu vois, à New York, il avait du travail certes, mais il vivait dans des sortes de petits appartements, tu vois, dans des immeubles d'ouvriers qui étaient à New York, donc il n'y avait pas non plus une situation sociale extraordinaire. Et donc ma grand-mère ne s'est pas vue faire ce voyage difficile pour ensuite arriver dans un pays dont elle ne connaissait ni la langue ni les mœurs, et elle l'a refusé. Par conséquent, mon arrière-grand-père est revenu en Italie. Il est revenu dans sa famille, à Naples,
Et ils ont décidé cette fois-ci de migrer en France. En France. Voilà. Pourquoi en France? Parce que c'était beaucoup plus proche, tu vois, ça n'avait rien à voir, même si on faisait le voyage en bateau, c'était pour aller à Marseille, donc c'était beaucoup plus proche. Et puis la France, à cette époque-là, avait besoin de main-d'œuvre. Donc pourquoi il était allé aux États-Unis s'il avait la France? Parce qu'il pensait que les États-Unis offriraient plus d'opportunités, tu vois, de réussite. Mais voyant le refus de sa femme, il s'est dit, bon, bah, le dernier recours, c'est la France. On va tenter notre chance en France. Donc ils sont partis cette fois-ci avec leurs enfants à Marseille, tu vois, qui est le port qui est le plus proche de l'Italie. Et ils se sont installés à Marseille. Mon arrière-grand-père est devenu tailleur à Marseille. Donc là, il a trouvé du travail assez facilement parce qu'à Marseille, il y avait une population un peu particulière qui est la mafia en fait. Et la mafia italienne notamment, donc c'était facile pour lui de communiquer avec eux. Et c'est, je ne sais pas si tu as une image des mafieux italiens de cette époque-là, mais ils aimaient bien s'habiller, assez classe, tu vois, ils avaient des beaux costumes, ils en changeaient tout le temps, ils avaient des chapeaux, etc. Et donc voilà, mon arrière-grand-père travaillait aussi avec ces gens-là. Mais n'est-ce pas de travailler avec des mafias, c'est un peu... Pour lui, l'essentiel c'était de travailler, tu vois, et de gagner sa vie, effectivement. Bah, c'était pas sa seule clientèle, mais ça faisait partie de sa clientèle. Voilà. Et donc, il s'est installé à Marseille. Il est resté donc toute sa vie ensuite là, et c'est ainsi que mon grand-père est devenu français et que je suis française. Et comment ça fait que vous êtes venu en Égypte et tout ça, comment... Ah, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire qui n'a pas vraiment de lien, mais peut-être que le fait d'avoir dans ma famille des gens qui ne sont pas français d'origine m'a donné le goût aussi d'aller voir ailleurs et le goût du voyage, parce que j'ai eu la chance, moi, d'avoir une carrière complètement à l'étranger pour l'instant. J'ai pu enseigner à Hong Kong, en Chine, d'abord, ensuite en Tunisie, puis au Maroc, et enfin ici. Voilà. Et vous avez bien aimé? Oui, toujours. Tous les pays que j'ai visités et dans lesquels j'ai travaillé, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et cette histoire de votre arrière-grand-père, ça a venu avec ton grand-père et votre frère et tout ça? Ça s'est transmis, oui, dans la famille, exactement. On nous racontait à chaque fois l'histoire du grand-père qui avait fait ceci, qui avait fait cela. Et puis, il y avait encore des traditions italiennes dans ma famille. Alors moi, malheureusement, je ne parle pas italien, mais j'aime beaucoup la nourriture italienne, par exemple. J'aime beaucoup ce pays, j'y vais en vacances, j'apprécie. En revanche, je n'ai plus de famille connue de moi, si tu veux, là-bas. C'est-à-dire, je sais qu'il y a encore des Falcon, puisque c'est mon nom. Il y a encore des Falcon, mais je ne les ai pas rencontrés, parce que c'est de la famille éloignée, en fait. Et est-ce que vous avez raconté des familles, des souvenirs? Assez peu de l'Italie, en fait. Si tu veux, l'Italie, c'était vécu comme le pays pauvre qu'on avait dû quitter. Et donc, c'était pas forcément un pays que l'on aimait vraiment. C'était le pays de la misère. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Quand on quitte un pays, c'est d'abord parce qu'on le fuit et qu'on ne peut plus y vivre bien. C'est ça qui nous pousse à partir. C'est à cette époque-là, en tout cas, c'était le cas. C'était pas juste pour voir le monde, quoi. C'est parce qu'on ne pouvait pas y vivre correctement. Merci beaucoup. De rien, Amina. Merci. Bonjour, Monsieur Johannes va nous raconter son parcours. Il est né en France, dans les Vosges, et il travaille maintenant au lycée français et il est un prof de techno. Alors, quel est votre parcours? Alors, déjà, bonjour Maya. Alors, mon parcours, oh, ben, j'ai travaillé un peu partout. Hein. Donc, à l'âge de 23 ans, je suis parti en Algérie, dans un lycée, non pas français, mais un lycée algérien. Voilà, j'y suis resté 6 ans. Et ensuite, je suis revenu en France pour 2 raisons, parce que j'ai eu un accident, et puis j'ai connu ma femme qui travaillait en France. Un accident? Un accident de rugby. Voilà. mais vous étiez en Algérie, mais vous avez connu votre femme en France. Elle habitait en France, mais elle était venue me voir. En fait, elle avait été me voir à l'hôpital, dans un hôpital à Paris, quand j'ai eu un accident. Et puis voilà, en discutant, Comment vous trouvé chose à
à un bon côté quand même, hein. Donc j'ai connu ma femme et bon, Mais et voilà, j'habite en Algérie. Et voilà, Où en on a voyagé en Algérie? Algérie. Où ça en Algérie? Dans le désert, en moto. Avant, vous ne connaissez pas votre femme? Ah ben non, je l'ai connue comme ça, comme tout le monde, hein. Hop, on fait une rencontre heureuse. Dalia compte Voilà. rencontrer son mari déjà au collège. Les heureuses surprises. Pour quelle raison êtes-vous parti en Algérie? Ah ben, pourquoi je suis parti en Algérie? Bah, déjà, il fallait travailler, quoi. J'avais fini mes études et puis j'avais des copains qui partaient là-bas aussi. Puis c'était un moment où l'Algérie cherchait beaucoup de professeurs. On était, je crois, quand j'y suis rentré là-bas, donc c'était en 79, on était 2000 jeunes Français à travailler un peu partout en Algérie. Comment s'est passée l'installation en Algérie? Oh, bah, très bien, hein. C'est très bien passé, j'ai eu un très bon accueil, voilà. Alors quand je suis arrivé dans le lycée là-bas, j'étais arrivé comme professeur de mécanique, hein, de dessin industriel. Et puis on avait cru, quand je suis arrivé là-bas, si j'étais un professeur de sport, parce que les collègues m'ont vu arriver un peu décontracté, en survêtement, et ils m'ont dit, tiens, on ne savait pas que le lycée embauchait des profs de sport. C'était le premier. Mais je n'étais pas prof de sport. J'étais prof de... Quelles études? Quelles études? Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bac et puis juste 2 années après le bac. Hein, en faisant bac plus 2, ça suffisait pour être professeur. Racontez-nous une histoire. Une histoire, là-bas, Oui. en Algérie. Ben, c'est lointain, l'histoire en Algérie. Ben, j'en ai plus vraiment, à part cet accident qui m'a permis de connaître mon épouse. Je n'ai plus vraiment. C'était un très beau pays, très très beau pays. C'est le pays qui m'a forgé, hein, qui a fait ce que je suis venu donc un peu le goût de l'aventure, parce que là-bas il y a des grands espaces comme ici. Je voyage beaucoup en moto et c'était très bien. Voilà. Monsieur, vous êtes resté combien de temps en Algérie? 6 ans. 6 ans. Et ensuite? Ensuite, je suis revenu pendant une quinzaine d'années en France. Voilà, et puis... Où en France? Dans le sud. Enfin, je suis revenu à Paris, après je suis allé en Bretagne, après je suis allé dans les Pyrénées, et je suis allé dans le sud de la France, à Nîmes, là où travaillait ma femme. Quoi. Monsieur, vous considérez où votre maison? Eh ben, ça c'est une bonne question. Je ne sais plus où j'habite maintenant vraiment. Et je ne sais pas où je vais revenir. Et Je depuis pense quand pas que je vais es-tu rester installé en Égypte? Non, je pense pas que je vais rester en Égypte, non. Pourquoi pas? Parce que je veux me rapprocher un peu de mes filles. Non. Voilà. Où sont vos filles maintenant? Mes filles, donc j'en ai 2 en France et une qui était en Allemagne, maintenant qui va habiter en Suisse. Donc peut-être pas forcément en France, je sais pas trop, mais en Europe, un peu plus proche. Là, bon, pour aller les voir, il faut que je prenne l'avion. Donc il faut réserver des billets d'avion. J'aime bien partir comme ça sur un coup de tête. Pourquoi? Donc comme ça, voilà, tiens, qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Ah bah tiens, je vais aller voir mes filles. Là, tandis que là, il faut prévoir, il faut prendre un billet d'avion, est-ce qu'il y a de la place, on part pas comme ça sur un petit coup de tête. Pourquoi êtes-vous venu travailler en Égypte? Ah, pourquoi je suis venu travailler en Égypte? Bon, donc j'ai habité 15 ans avec mon épouse en France, on est parti à Madagascar, et puis donc pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, donc j'étais en fin de contrat. Alors j'avais plusieurs propositions. Soit je pouvais travailler au Cameroun, ou au Niger, ou en Égypte. J'ai choisi tout de suite l'Égypte. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à faire en Égypte. Il y a un passé, au niveau culturel, il y a beaucoup de choses à faire. Hein, il y a tout l'histoire des pharaons, tout ça. Il y avait, et puis le Caire, je savais qu'il y avait... C'est une grande ville,
dans lequel il y a beaucoup de choses à voir, quoi. Avez-vous déjà visité des monuments en Égypte? Ah bah oui, dernièrement, donc, avec les élèves, oh bah, toute la haute Égypte, hein, jusqu'à Abu Simbel, hein, donc je suis allé plusieurs fois, donc, je connais bien, j'y suis retourné donc avec Dalia en voyage scolaire. Vous vous Voilà. êtes amusé? Pardon? Vous vous êtes amusé? À quel moment? Pendant le voyage scolaire? Oui. Oh, il y a eu des hauts et des bas, oui, des bons moments. On retourne dans le sujet. Un souvenir de Madagascar. Un souvenir de Madagascar, j'en ai plein, mais qui me marque le plus. Oh, toujours pareil, à la suite d'une petite mésaventure, je m'étais cassé la figure en vélo. Et je ne pouvais plus poursuivre mon voyage en vélo, j'avais le poignet, non pas cassé, mais bon, j'avais le bras dans le plâtre. Oh, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis dit, je vais voyager autrement, je vais prendre un bus. Et je suis allé sur la côte ouest de Madagascar, c'était à Noël. Non, c'était en février. Et donc, j'ai pu aller jusqu'à un endroit qui est très joli, et je voulais continuer plus bas, mais la route était fermée, la piste était fermée parce que c'était la saison des pluies. Impraticable. Donc j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Ben, j'étais allé sur une plage et puis j'ai été voir des pêcheurs. Et j'ai fait le voyage pendant, il y avait à peu près 400 km à faire, 400-500 km à faire par la piste, et au lieu de le faire par la piste, je l'ai fait sur une pirogue. Pendant 4-5 jours, quoi. C'était un très beau souvenir. Une petite pirogue, toute petite, qui devait faire 5 mètres de long, quoi. Hein. On met 4 personnes dedans, et puis c'est tout, quoi. Et dans la mer, bon, ça bouge. Des fois, je me suis demandé si on allait y arriver, quoi. Non. Chaque soir, on s'arrêtait, on faisait un feu sur la plage, quoi. On avait amené du riz, et puis un peu de poisson, quoi, séché. Et on faisait notre popote le soir, comme ça, mais il n'y avait personne. Madagascar, c'est un pays qui est assez grand, qui est beaucoup plus grand que la France, qui est très peu peuplé. Donc, pour arriver plein d'endroits, il n'y a personne. Il n'y a que vous. Voilà. Donc, il faut compter que sur soi-même. Avec les animaux. Les animaux, là-bas, ah, qu'est-ce qu'il y a comme animaux? Ah, le plus emblématique, peut-être, c'est le caméléon. Vous voyez ce que c'est que le caméléon? Oui. C'est un très bel animal, qui est très sympathique. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses que les gens que tu as connus dans tes Vosges, la famille, des amis, les camarades, pensent de toi aujourd'hui? Pour ceux qui n'ont pas quitté les Vosges, oui. Quelle image ils ont de toi, à ton avis? Bah déjà, ils se disent, mais pourquoi ils sont bêtes à aller là-bas, quoi, hein, Ça leur fait pas envie? Non, pas vraiment. Je pense pas. Si, ça leur... Si, il a envie peut-être, mais faire la démarche de se déplacer, non, c'est pas évident. On quitte pas son pays comme ça, ses proches, ses habitudes. Et puis on a toujours tendance à aller au plus facile, quoi. Hein. Moi, j'ai toujours ma soeur qui est là-bas, et elle aurait aimé partir aussi. Ils avaient eu des projets, puis au dernier moment, on se ravise en se disant, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre maison, nos enfants, voilà, il y a beaucoup de choses qui nous retiennent. Non, on ne part pas comme ça, sans enlever ses racines, hein, c'est dur, hein, c'est dur. Même moi ici, à chaque voyage, chaque fois que je pars dans mes voyages, j'ai l'impression que je pars, j'enlève un peu de mes racines, je suis retenu, même pour 15 jours. Il y a toujours un effort, il faut partir. Et qu'est-ce qui fait que tu es parti? Donc, c'était l'Algérie, le premier pays dans lequel tu t'es installé? Oui, la curiosité. Oui. Et c'était suffisant pour te dire, je vais peut-être partir pendant des années? Oui. T'as pas eu peur? Je ne savais pas si j'allais partir longtemps. Hein. Oh, à peine arrivé là-bas,
je voulais tout de suite repartir. J'avais laissé mes amis. Oui, mais c'est dur. Hein, laisser ses amis, ses proches. Oui, au bout d'une semaine, je voulais repartir. À Madagascar, pareil, je voulais repartir. En Égypte, non, je me suis vite adopté. Mais oui, c'est dur de partir. On enlève ses racines, hein. On a tous besoin de racines. Alors comment on fait pour en garder? Comment on fait pour en garder? On en garde toujours contact quand même. Hein. Bon, on a des moyens de communication maintenant avec Internet et tout. On n'est pas coupé. Alors qu'avant, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas l'Internet. Hein. Le téléphone, c'était dur. Hein. Quand j'étais en Algérie, je voulais téléphoner, j'allais dans une poste. Il fallait faire une file d'attente. Il fallait attendre son tour. Et on tombait sur une opératrice qui avait, je me souviens, il y a une image, vous nous donnez une ligne, alors prenez une fiche, comme une fiche Jack, et enfoncez ça dans un appareil, et puis voilà, je vous ai donné une ligne. Quel numéro vous voulez? Alors je donnais le numéro, et puis après il fallait attendre. Donc on n'avait pas ces moyens de communication. Même le téléphone, il n'y avait pas de portable, hein, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien de tout ça. Donc là on était vraiment coupés. Donc, si on voulait communiquer donc, par le téléphone, mais il fallait faire une démarche, ou alors par courrier. On écrivait, on envoyait ça à la poste. Ça mettait 15 jours pour arriver, et puis un mois après, on avait le retour. Voilà. Léo? Ça fait combien de temps que vous êtes en Égypte? C'est ma 5e année. Et je vais y rester encore quelques années. Voilà. Si on veut encore 2 mois. Est-ce que vous avez appris de nouvelles cultures? Ah, des cultures, oui. J'en ai. Oui. Chaque pays a sa culture, ses modes de vie, oui. Oui, chaque pays a sa particularité. C'est ce qui fait justement la richesse, c'est ce qui fait voyager, parce que j'ai envie de voir comment vivent les gens. Il n'y a pas que les paysages, il n'y a pas que les monuments, il y a la manière dont vivent les gens. On vit différemment, on a d'autres visions de la vie, on a des contacts différents. Ici, en Égypte, on a beaucoup de contacts, hein, beaucoup plus que chez nous en France. Ici, vous vous déplacez, on n'arrête pas de me dire bonjour. Ouais, je monte dans le métro, il y en a souvent qui se mettent debout, mais prenez ma place. Oui. Je me déplace en vélo, on m'interpelle. Ouais, bonjour. Les gens veulent me parler. Alors qu'en France, même si vous voulez demander un renseignement, on a du mal à vous répondre. Amina? Pourquoi vous n'avez pas emmené votre famille pour vivre avec vous? Parce que chacun fait... Mes filles sont grandes, ma femme a son travail à un endroit, on est tous... voilà, on peut vivre chacun de notre coin. C'est un peu comme ça. Alors avant, ben oui, si vous voulez bouger, forcément, on coupe les liens. Enfin, non, on ne les coupe pas. On n'est plus présent au quotidien. Voilà. Daniel? Est-ce que vous avez des frères ou sœurs? Oui, j'ai un frère et puis une sœur. Et ils sont restés en France. Dans les Peut-être un peu moins curieux que moi, ou qui ont eu moins le courage. Enfin, c'est vrai, il faut le courage de partir. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils auraient en plus, à ton avis, eux, d'être restés? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire que peut-être toi, tu n'as pas pu faire? Oh, j'ai l'impression qu'ils ont loupé quelque chose. Hein, oui. Donc toi, tu regrettes rien? Ah, je regrette rien, non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Merci. Allez. Au revoir. Au revoir. Merci.